Cette émission a été rendue possible grâce à la collaboration du gîte au Ruisseau Enchanté, situé au 105 chemin du Rancette à Mont-Tremblant, au téléphone 819-425-7265. À la recherche d'un endroit paisible pour prendre un temps de repos, le gîte au Ruisseau Enchanté est l'endroit tout indiqué pour vivre un séjour inoubliable. 3 chambres confortables avec salle de bain privée et le petit déjeuner gastronomique vous convaincront de revenir. Le gîte au Ruisseau Enchanté de Mont-Tremblant. Acheter en français, c'est bien sûr contribuer au développement de notre économie, mais c'est aussi se respecter et se faire respecter. Les emplettes de Noël, c'est en français que ça se passe. Impératif Français vous souhaite une heureuse francisation et un joyeux Noël, tout en français. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à une autre émission au cœur des lettres. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être hébergés par la ville de Mont-Tremblant. En fait, nous sommes à la salle des arts du service des loisirs et de la culture de la ville de Mont-Tremblant dans un décor vraiment très inspirant. Et j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui un autre auteur des Laurentides, Bernard Marcoux. Monsieur Marcoux, bonjour. Bonjour. Dites-moi, vous avez été professeur de littérature, donc est-ce qu'on ne rêve pas d'être un petit peu écrivain quand on côtoie tous ces grands noms de la littérature? Oui, moi j'ai toujours beaucoup lu, évidemment, et puis j'ai toujours écrit. Mais quand j'étais jeune, dans mon milieu, dans mon éducation, devenir écrivain, c'était pas une option. Mon père travaillait dans les journaux, il était typographe, et puis j'imagine qu'il a vu des journalistes qui menaient une vie peut-être un peu déréglée, selon lui. Alors, mon frère, qui était plus vieux que moi, 5 ans, de plus, alors ni un ni l'autre, il était possible de devenir, en tout cas d'entrer dans ce milieu-là. C'était tabou, sa carrière l'avait déçu? C'était tabou. On a eu une éducation très catholique et puis, donc, journaliste, c'était un métier proscrit. Pourtant, il vous a quand même permis de faire des études universitaires en littérature? Oui, c'est ça. Nos parents nous ont fait éduquer. Mon père a commencé à travailler à l'âge de 12 ans. Et puis, il a appris son métier, typographe au devoir. Et puis, il a travaillé toute sa vie sans jamais manquer une seule journée de travail de toute sa vie. Ce que je n'ai pas réussi à faire, évidemment. Donc, ils nous ont fait instruire. Et puis moi, j'ai commencé à lire au collège. J'avais 12 ans. J'avais sauté ma 7e année. Je me souviens pas d'avoir lu chez mes parents. Mes parents étaient pas riches. Sur une des photos que vous avez, là, il y a toute la famille, mon père, ma mère. On avait 2 grands-mères et un grand-père, plus 5 enfants dans un 5,5. Donc vous aviez un frère et vous aviez 3 sœurs. Avec les 5 enfants couchaient dans la même chambre. Et puis, donc j'ai commencé à lire à l'âge de 12 ans, La Comtesse de Ségur. Les fameuses. Après ça, Arsène Lupin. J'ai dévoré Arsène Lupin. C'est étonnant pour un homme, pour un petit enfant de lire La Comtesse de Ségur, non? Où il n'y avait pas beaucoup de... Mon livre préféré, c'était Le Mauvais Génie. Je ne sais pas, je l'avais lu plus qu'une fois. J'avais déjà commencé à l'époque à lire les livres que j'aimais plus qu'une fois. C'était votre petit côté rebelle, le petit génie? Peut-être, oui. Le Mauvais Génie, il me semble que c'était ça le titre, Le Mauvais Génie. C'était pas Le Mauvais Petit Diable? Je me souviens pas exactement. Peu importe. Je me souviens d'avoir lu Le Malheur de Sophie. Oui. Ensuite, donc, Arsène Lupin. J'ai dévoré ça, Arsène Lupin. J'en lis encore aujourd'hui. Quand j'étais prof, je faisais lire ça à mes élèves. Ensuite, vers l'âge de 15 ans, au collège, on était pensionnaires. Hein. Vous étiez dans quelle région? Moi, je suis né à Ville-le-Moine, près de Saint-Lambert, mais on était à Rigaud, au collège de Rigaud. Puis il y avait des romans de Jean Bruce,
collection Fleuve Noir, qui était un petit peu polisson. Il y avait des petits bouts un peu cochons, puis là, on se passait ça en dessous de la table, c'était défendu, évidemment. Vous aviez quel âge, alors? 15 ans. Oh, c'est quand même raisonnable. On aurait pu probablement être puni très sévèrement si Oui. les bons pères avaient mis la main là-dessus. C'est sûr qu'il y avait la censure au Québec, beaucoup. Ah oui. La religion catholique dominait tout au Québec jusqu'à 1960, en fait. C'est ça. On a été élevé là-dedans, puis il a fallu tout mettre ça de côté après. Redémarrer, Ce qui refaire s'est une fait nouvelle assez- vie, ce qui s'est fait assez facilement. une nouvelle identité. C'est ça. C'était plus naturel, disons. Ouais. Alors vous avez écrit plusieurs livres. Est-ce que c'est le fait d'avoir plusieurs sœurs qui a fait que vous vous êtes lancé dans l'éloge de la femme? Je pense que c'est un sujet qui Non. vous attire beaucoup. C'est pas à non? cause de mes sœurs, non. Non, mais c'est- des fois, on est fasciné par la gente féminine. Non, j'ai Non? toujours adoré les femmes. Quand j'étais jeune garçon, je regardais les femmes. Dans mon roman Le gars des vues, il y a un petit peu de souvenirs là-dedans de ma jeunesse. Extrêmement timide, figé devant les filles, incapable de les approcher. C'était comme ça. Le gars des vues, justement, c'est votre dernier livre que vous avez publié chez Marcel Broquet. Parlez-moi un petit peu de ce roman, en fait, parce que vous tournez autour du thème de la relation du père et du fils. Est-ce que c'est issu de souvenirs de votre enfance, des relations que vous avez eues avec votre père? Ben oui, il y a des parties inspirées de mon père. Je l'ai fait parvenir à Denis Arcand, parce qu'il a déjà lu de mes autres romans. Puis il m'a répondu en me disant qu'il avait beaucoup aimé ça, mais que ça lui rappelait aussi sa jeunesse. Puis il se demandait si c'était autobiographique, parce que son père, à lui, détestait les petites vues comme cinéma. Le cinéma, complètement. Alors, il disait, pour un cinéaste, c'est quand même un peu difficile. C'est le comble. Alors, j'y ai répondu que toute la partie cinéma, c'est complètement inventé. Il y a peut-être moins que 10 % dans ce livre-là qui est autobiographique. C'était toujours des petits détails, évidemment, des choses. Mais l'épisode où il va dans une église en Italie, là, ça c'est un fait vécu. C'était à San Zaccaria à Venise. Et la dernière fois que j'étais là, on est entré dans l'église, c'était un office religieux, puis là je me suis mis à genoux, j'étais incapable de me lever. Je suis resté à genoux tout le long, pendant, je sais pas, 20 minutes, une demi-heure. Les gens se levaient, les gens s'assoyaient. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pensais à mon père, puis ben, j'étais un peu ému, parce que c'était toute sa vie, dans le fond. Il allait à la messe, il faisait son signe de croix chaque fois qu'il passait devant une église. Il était vraiment imbibé de... Oui, mais c'était pas un bigot. Non. Il n'était pas bigot. Il travaillait pour la Société Saint-Vincent-de-Paul, Oui, il oui. aidait les pauvres. C'était un homme très effacé. Mais qu'est-ce qui vous a ému alors dans le fait que vous étiez dans cette église où vous repensiez à la ferveur qu'il avait pour le catholicisme? Non, c'est parce que mon père est mort, j'étais pas là. Oui. Il y avait eu un AVC quelque part en janvier, puis là, il était à l'hôpital, il était aphasique, et puis il y avait du sérum, et puis tout ce que vous voulez. Puis là, moi, je devais partir pour une semaine en voyage. Je savais pas, est-ce que je dois partir, est-ce que je dois partir. Mon frère dit, vas-y, tu sais, bon. La veille de notre départ, ben, mon père, son infection est disparue, donc il n'y a plus de respirateur, il n'y a plus rien. Donc vous étiez rassuré? Moi, j'étais rassuré, alors on part, puis le lundi soir ou le mardi, le téléphone sonne, il m'a annoncé que mon père était mort. Alors ça m'a beaucoup ébranlé, mettons. Vous avez vécu le sentiment de culpabilité d'être parti quand même? C'était quoi le... C'est pas la culpabilité d'être parti, c'est on dit toujours, j'aurais eu tellement de choses à lui dire. Oui. Tout le monde dit ça, hein? Tellement de choses à lui dire. Bon. Mais mon père, c'était pas un homme qui parlait, comme je le dis dans le gars des vues, il nous a jamais dit « je t'aime ».
C'est la mode, là, depuis quelques années. Il faut que les pères disent « je t'aime ». Oui, c'est ça, oui. Mais je suis un peu de la bouillie pour les chats, à mon avis. Mais il vous aimait quand même. Exactement. Puis c'est ça que Hervé dit. À l'époque, ça se disait pas, mais je le savais. Je l'ai toujours su. Alors, c'est tout. Point final. Donc, vous avez remis un petit peu de tous ces sentiments qui vous habitaient dans ce dernier livre-là. Dans ce livre-là, oui. Ouais. Vous avez un style un peu particulier aussi. Ah oui? Est-ce que vos étudiants en littérature ont lu vos livres? Non, parce que moi, mon premier roman, je l'ai publié en 2004. Et vous aviez... 2004, oui, c'est ça. 2004, puis moi, j'ai quitté l'enseignement en 2001. Donc, vous avez enseigné pendant combien de temps? J'ai enseigné pendant 30 ans. 30 ans. Vous m'avez parlé de certains auteurs que vous aimiez particulièrement, comme Irving et tout. Qu'est-ce qui vous touche dans sa littérature? John Irving, c'est mon modèle. Dans mon avant-dernier roman, Madame Bovary, j'ai emprunté de ses trucs. Des trucs? On a des trucs en écriture? Des trucs, oui. Comme quoi? Le roman dont je parlais tantôt, Une veuve de papier, la traduction est tellement mauvaise. En anglais, c'est A Widow for 1 Year. OK. C'est un roman absolument époustouflant. Je l'ai lu 5-6 fois à peu près. Et puis John Irving, j'aime beaucoup Proust, Balzac, tous ces gens-là, mais je trouve que John Irving, comme moi j'écris, il y a des parties drôles, puis il y a des parties émouvantes, des parties tristes, des parties touchantes, comme dans la vie. Comme dans la vie. Puis le même événement chez Irving, au début, peut être drôle, puis 150 pages plus loin ou 200 pages plus loin, le même événement arrive. Par exemple, dans Une veuve de papier, c'est une jeune fille qui se coupe, une petite fille de 4 ans qui se coupe le doigt avec un miroir. Elle a une cicatrice. 35 ans après, celui qui la gardait quand elle était jeune, il se revoit, puis là, ils sont dans un restaurant. Puis là, il demande du ketchup. Ils sont dans un restaurant très, très chic. Il demande du ketchup. Fait que là, tout le monde Quelle insolence! Tout le monde était un petit peu mal à l'aise. Puis là, il prend son doigt, puis il met du ketchup, puis il pose son doigt sur une serviette de table. Puis là, on voit la cicatrice. Qui réapparaît? Qui est là, qui est parfaitement claire. Ça devait être toute une coupure pour qu'elle reste là si longtemps. Qui est la jeune femme, à part à pleurer. Donc, le même événement, moi, je fais ça dans mes livres, j'essaie de faire ça dans mes livres aussi. Des gens me demandent quelle sorte de romans vous écrivez. C'est pas des romans historiques, puis c'est pas des romans de science-fiction, puis c'est pas des romans érotiques, puis ce sont des romans qui racontent une histoire qui se passe de nos jours. C'est basé sur une certaine réalité. Il y a des faits, oui, c'est de la fiction. Le gros préjugé qu'on a avec la littérature, c'est que si on dit inspiré d'un fait vécu, les gens pensent que c'est plus vrai que de la fiction, alors que c'est faux. C'est pas parce que c'est vécu que ça va nous toucher. C'est ce qu'on pense souvent? Non. Il faut que ce soit touchant. Donc la qualité d'un roman, c'est qu'il faut que ça touche la personne. Oui, il faut être touché, il faut être ému, il faut rire comme dans la vie. Et tous les élèves aimaient ça. Donc c'était pas des aspirants littéraires, c'était vraiment un cours qui était imposé, donc c'était un petit peu plus difficile, j'imagine, d'intéresser les gens à la lire. J'étais bon. C'était bon. Il faut dire qu'on n'était pas... J'étais un bon prof. Ouais. Un bon professeur, c'est ce qu'il vous disait? Encourageons les entreprises d'ici qui nous reçoivent et nous servent fièrement en français. Les entreprises d'ici qui nous offrent des produits où tout est en français. Les emplettes de Noël, c'est en français que ça se passe. Impératif Français vous souhaite une heureuse francisation et un joyeux Noël, tout en français.
réalisation de cette émission a été rendue possible grâce à la collaboration de Marcel Broquet, la nouvelle édition. 50 ans de succès dans le livre. Bonne émission. On a beaucoup prôné la littérature québécoise. Oui. Il y a des cours entiers qui se donnent sur la littérature québécoise et c'est tant mieux, mais je suis intéressée de savoir qu'est-ce que vous enseignez. Disons que dans les 20 ou 15 dernières années de ma vie, secondaire 4, secondaire 5, là, je les initiais à la littérature. Je leur faisais lire des romans. Je leur donnais une liste d'une centaine de livres, français ou québécois ou américains, comme John Irving, par exemple, ou Le Parfum de Suskind, l'Allemand. Et puis, ils devaient en lire 10 pendant l'année. Alors, j'essayais de les initier un peu à la littérature. Un homme et son péché, on a parlé de Pierre Grignon l'autre jour, lors du lancement, de la rentrée. Oui. Puis moi, je faisais lire ça à mes élèves. Puis je leur montrais comment on faisait une dissertation avec un livre comme ça, puis ça se lit vite. Un homme et son péché, ça se lit en 1 heure. Hein. C'est pas dur à lire. C'est pas de la philosophie, c'est très... le quotidien. C'est très actif, il n'y a pas de longue réflexion, c'est facile à lire pour les élèves. Tous les élèves aimaient ça. Oui. Donc, ce n'était pas des aspirants littéraires, c'était vraiment un cours qui était imposé, donc c'était un petit peu plus difficile, j'imagine, d'intéresser les jeunes à lire. J'étais bon. C'était bon. Il faut dire qu'on n'était pas... J'étais un bon prof, oui. Un bon professeur, c'est ce qu'il vous disait? Oui. C'est bien quand c'est un cours qui est imposé et que vous pouvez avoir ce genre de contact-là avec les élèves. Je me souviens, on dînait avec une jeune prof dans un restaurant en l'an 2000 à peu près, 99-2000. On est assis là en train de manger à Saint-Eustache dans un restaurant, puis arrive une jeune femme, fin vingtaine, je sais pas trop, elle dit « Êtes-vous Bernard Marcoux? » J'ai dit « Oui. » Elle dit « Vous m'avez enseigné il y a 15 ans. » Elle dit « Vous êtes le meilleur prof que j'ai jamais vu. » ça fait toujours un petit velours. Moi, ça m'a fait pleurer, évidemment, parce que ça me touchait, ça me touche beaucoup. Il y a une femme qui a lu mon livre, puis elle dit « Je l'ai lu 2 fois. » Ça m'a fait le plus grand des plaisirs. Parce que quand on lit un livre, l'intrigue, c'est bien, mais ça signifie que quand on finit de lire, comme je reviens à John Irving, là, A Widow for 1 Year, là, quand on lit la dernière phrase, là, tout ce qu'on a envie de faire, c'est de recommencer. Pourquoi? Parce qu'on est dans un univers fabuleux? Dans un état de bonheur. L'art, que ce soit le cinéma ou la musique ou la littérature, c'est tout le même objectif, c'est de mettre le spectateur, le lecteur, dans un état de bonheur. Même si la mort est présente dans le livre, même si la mort est présentée, le lecteur, à la fin du livre, doit avoir le goût de recommencer à lire le livre. Si c'est comme un gâteau au chocolat. Pour ceux qui aiment le chocolat. C'est ça. Donc, si vous n'avez pas le goût d'en manger un 2e morceau, c'est que le gâteau n'est pas bon. Ben, en fait, que le gâteau n'est pas bon, que ce gâteau-là ne vous a pas touché. Mais ça devient intriguant. Vous m'aviez préparé ici un petit texte. J'aimerais ça que vous nous en lisiez un extrait, justement, du Gars des vues, qui est votre tout nouveau bébé. En fait, je sais que vous travaillez sur d'autres choses. J'ai eu une anecdote là-dessus. J'ai comme voisin Stéphane Rousseau, avec sa femme, Maude, puis ils ont eu un petit bébé à Noël dernier. Alors, on est allé leur porter, quand ils ont aménagé dans leur maison, on est allé leur porter un petit milou en peluche, puis mon livre, comme cadeau. À 1 mois ou 2 mois plus tard, le père de Maude, on rencontre le père de Maude, puis il dit « J'ai lu votre livre. » Puis il dit « J'ai vraiment beaucoup aimé ça, puis ça m'a fait beaucoup rire, beaucoup d'humour. » Puis Maude me racontait qu'ensuite, sa mère l'a lu. Puis elle dit, j'entendais ma mère rire tout haut. Puis là, je me disais, c'est un livre de blagues. Il disait, non, c'est pas un livre de blagues. Finalement, Maude, elle l'a lu. Et puis, ce qui m'a beaucoup touché, c'est que Maude, elle a, je sais pas, 30 ans, 35 ans.
Donc, ce roman-là touche les hommes, les femmes, les jeunes comme les moins jeunes. Alors, je vais vous lire un petit extrait. Fait que tout le monde s'y retrouve finalement dans ce livre-là. Quand on lit le premier chapitre, ça peut sembler un roman humoristique. Quand on lit le deuxième chapitre, c'est complètement différent. C'est complètement l'inverse. Mais vous avez aussi, je parlais au tout début, là, une façon d'écrire où vous répétez souvent une litanie de mots, des énumérations. Ouais. Ça vient renforcer un petit peu le propos. Je ne sais pas pourquoi je fais ça vraiment. Je trouve ça drôle. J'imagine peut-être des lecteurs qui trouvent ça moins drôle. Mais moi, je ne sais pas, ça fait partie de mon style. C'est comme un kaléidoscope un peu, là. Peut-être ça donne une différente saveur de la phrase. Bien, au début, quand je fais l'énumération de toutes les modes depuis 1970, oui. ça c'est quand même... Alors, je vais vous lire... On vous écoute. Le héros s'appelle Hervé Léger. Du plus loin qu'il se souvienne, Hervé Léger avait toujours eu l'impression que les femmes sont dans le secret des choses et que les hommes s'en trouvent exclus. Toute sa jeunesse, il avait observé les filles, apparemment tellement à l'aise avec la vie, avec le monde, si au courant de tout, lui semblait-il, alors que lui n'y voyait qu'un insoluble puzzle. Les femmes sont en dedans et moi je suis dehors, se disait-il. Comment puis-je entrer? Où se trouve la porte? Ça, c'est autobiographique, ce petit paragraphe-là. On le devinait. Encore aujourd'hui, après 2 mariages et de nombreuses liaisons, les relations avec les femmes restaient pour lui un mystère total. Il se demandait toujours comment leur manie et leur tic, si charmants au début, si drôles, si irrésistibles, peuvent devenir du jour au lendemain absolument insupportables. Il en avait conclu que l'amour, le véritable amour, n'est pas du tout ce qu'on essaie de nous faire croire, c'est-à-dire dans sa version naïve, ce mélange sirupeux de sentiments flous exprimés par des regards langoureux et des soupirs transis, l'amour à la Walt Disney, disait son père, ni dans sa version adulte, les parties de jambes en l'air qui étaient tout de même sa préférée. De sa vie quotidienne avec ces 2 femmes, il avait compris que la seule, la vraie, l'unique, l'indiscutable et incontestable preuve d'amour consiste à entendre pendant plusieurs années, dans la bouche de son conjoint, toujours les mêmes histoires. Comme le disait encore son père, le mariage, c'est comme l'opéra, il y a des grands bouts de plate. Ainsi, sa 2e femme avait raconté pendant plusieurs années à tous les nouveaux amis qu'il se faisait l'histoire de la rencontre de sa grand-mère avec son grand-père. Mon grand-père s'appelait Amant Adam, commençait le refrain archi-connu. À ce moment-là, il intervenait, offrant chips, peanuts, bière. Rien n'y faisait, il ne pouvait plus arrêter le disque. Et ma grand-mère s'appelait Ève. Ah, faisaient poliment les gens, de toute évidence n'ayant pas encore fait le lien. Hervé se désespérait chaque fois de leur manque flagrant de clairvoyance. Quand ils se sont mariés, elle est donc devenue Ève Adam. « Oh! » s'exclamait tout le monde, quand même un peu surpris. « Ce n'est pas tout. »« Ah non? » murmurait-on en chœur. Elle s'appelait Ève Poirier. « Ah! » redisait-on machinalement, sans voir plus loin que son nez. Complètement découragé maintenant, Hervé hochait la tête. « Vous comprenez? » continuait-elle, impitoyable, lui toujours étonné que les gens ne devinent pas ce qui s'en venait. Autour de la table, un peu là, quand même, de cette charade, on affichait maintenant un sourire figé. Ève Poirier Adam. Elle était presque Ève Pommier Adam. Bon, ça, Marcel, oui. Il pensait que c'était inventé. Ah oui? Et ça ne l'est pas? Non, ça c'est ma femme, ma 2e femme, avec laquelle je suis encore, qui raconte toujours cette histoire-là. Ça fait 25 ans qu'elle raconte l'histoire. Qui est devenue plate? On essaie de ne pas avoir trop d'amis parce qu'elle raconte toujours la même histoire. C'est ça. Oui, donc c'est vraiment un univers. En fait,
Un petit peu différent, totalement différent de votre enfance finalement. Vous paraissez être un homme calme, réservé, et pourtant vous avez écrit beaucoup sur la gente féminine. Et puis vos livres précédents, pas celui-ci, mais vos livres précédents sont quand même truffés, je pense, ne pas me tromper, d'histoires que l'on pourrait dire croustillantes, non? Le sexe et puis les situations amoureuses occupent quand même une place assez importante. Il y en a de moins en moins, on dirait. Comment se fait-il? Dans Madame Bovary, ça s'appelle L'arrière-petite-fille de Madame Bovary. Donc ça, c'est un des livres que vous avez fait. C'est ça. Ça, c'était publié en 2006. Donc, j'ai imaginé l'histoire d'une femme mariée de 38 ans. En fait, c'est le premier roman dont j'ai eu l'idée, c'est celui-là. Vers 1995. Une femme de 38 ans, mariée, sans enfant, qui trouve que son mari la regarde plus et qui va prendre un amant qui a 26 ans. Puis, dans le roman, il y a 2-3 scènes érotiques. Bon. Évidemment, on ne peut pas écrire en 2005 comme à l'époque de Flaubert, quand même. Il y a toujours bien une limite, là. Les mœurs sont changées. Bon, et puis c'est normal pour des adultes de faire l'amour. Oui. C'est normal dans un roman où il y a des adultes qu'ils fassent l'amour. C'est normal que ce soit décrit. Mais vous en faites de longues descriptions. Elles sont pas mal belles, je pense. Ça donne le goût, en tout cas. Puis c'est ça, moi j'écris des romans pour adultes, dans le fond. Mais pour adultes, ça veut pas dire cochon. Non. C'est pas des romans jeunesse, là. C'est des romans pour adultes. Il y a des adultes, des histoires d'adultes, puis dans la vie des adultes, il y a du sexe. Mais nous, on a été élevés dans la religion catholique, pas de sexe, très strict. Vous êtes vengé depuis? Je me suis vengé sérieusement. Sérieusement? Sérieusement vengé, oui. Est-ce que c'était thérapeutique? Non, le sexe, c'est vraiment une expérience extraordinaire. Une de vos questions, je pense, c'est qu'est-ce que j'aime le plus faire? Oui. Premièrement, c'est l'amour. C'est ça. Deuxièmement, c'est écrire. Oui. Troisièmement, c'est jouer au bridge. Un joueur de bridge, c'est assez diversifié. Vous ne devez pas vous ennuyer. Non. Non? Je m'ennuie pas. Avez-vous une peur? Une grande peur? Une peur, oui. C'est laquelle? C'est comme les gens qui se faisaient pincer les orteils pour être sûr qu'ils étaient morts, là, pour pas être enterrés vivants. Là. Ah oui, vous avez peur de ça? Je pense que c'est une des choses qui me fait peur. Vous pourriez écrire un livre, ça ferait très... Ouais. Puis dans mes rêves, je suis toujours en train de chercher mon char. Vous savez que c'est très... tout le temps. Je sais pas ce que ça veut dire. Ah oui? Oui, tout à fait. Ah, oui, c'est ça. C'est intéressant de savoir un petit peu, au-delà du livre, qui vous êtes. Mais j'ai écrit une phrase aussi qui était « L'être humain passe sa vie à chercher un taureau blanc pour découvrir, au moment de mourir, qu'il était assis dessus. » C'est quoi le taureau blanc? C'est une version de Carpe Diem, dans le fond. On cherche toujours... ce qu'on n'a pas? Plus, oui, on cherche toujours ce qu'on n'a pas. Est-ce que vous pensez avoir trouvé ce que vous cherchiez? Oui. Donc vous êtes assez serein? Oui, Ça va, vous avez quand même fait vos rêves. Mais j'aimerais quand même écrire d'autres livres. Oui, c'est ça. Mais vous en préparez d'autres. Écoutez, il va falloir qu'on vous réinvite parce que l'émission est bientôt déjà terminée. Oui, et je vous inviterai en tout cas à poursuivre et à nous révéler encore d'autres secrets, croustillants ou non, mais en tout cas. Non, dans le prochain, il y a zéro croustillant. Zéro croustillant? Je suis en train de m'assagir, j'imagine. Alors Bernard Marcoux, merci infiniment de nous avoir accordé cette entrevue. C'est moi qui vous remercie. Et mesdames et messieurs, je vous invite à regarder l'horaire de diffusion sur le site de Cogeco. Vous aurez de très belles idées de lecture et quant à moi, je vous remercie. Bonne semaine de lecture et à très bientôt.